Bonjour, nous commençons la classification des solides. Donc c'est cet important chapitre des solides qui va nous prendre de l'ordre de 3 capsules vidéo bien denses. Et on commence donc par cette classification. Alors pourquoi les solides? Tout simplement parce que ce sont les premiers objets que l'enfant a à sa portée. Ce sont les objets à 3 dimensions. Bizarrement, on a toujours l'impression qu'ils sont plus difficiles à appréhender qu'une figure plane, qu'un segment de droite. Non, les objets qui nous entourent ont 3 dimensions. Ce sont donc des solides. L'apprentissage démarre donc en P1 et c'est ce que nous allons voir ici. En général, nous allons classifier les solides avec 2 branches. C'est-à-dire que on va prendre un solide et on va dire tu as ou tu n'as pas, tu es ou tu n'es pas. Ce sera toujours binaire, comme ça, ce sera toujours une dualité. Et donc, on peut commencer, en tout cas moi, je vais commencer avec vous en vous montrant ici 6 solides tirés de la vie de tous les jours. Donc, vous avez un ballon, vous avez un crayon, vous avez une boîte, une paire de ciseaux, un rapporteur et un boomerang. Et je vous dis que les 3 solides du haut ont quelque chose que n'ont pas les 3 solides du bas. Donc, ce sera toujours ça. On va démarrer en classant un solide, c'est tu as, tu n'as pas, tu es, tu n'es pas. Et ainsi, à force de répondre aux questions tu as, tu n'as pas, tu es, tu n'es pas, on va pouvoir réellement arriver à la classification finale de ce solide-là. Donc, pour le moment, c'est la première séparation. Faut-il le faire avec les enfants? Alors, certainement pas en P1. Je vais vous expliquer pourquoi, mais je vous invite déjà à réfléchir à ceci. Vous avez 6 solides. Je vous dis que les 3 du haut ont quelque chose que les 3 du bas n'ont pas. Et réciproquement d'ailleurs. C'est pour ça que je les ai classés comme ça. Donc, les 3 du haut ont quelque chose en commun que les 3 du bas n'ont pas. Les 3 du bas ont autre chose en commun que les 3 du haut n'ont pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Réfléchissez. Vous avez quelques secondes. Qu'est-ce qui différencie les 3 solides du haut des 3 solides du bas? Et justement, on est parti. Ça y est, la première classification, on y est. En fait, on va classer les 3 solides du haut en disant que ce sont des solides convexes. Et on va classer les 3 solides du bas en disant que ce sont des solides concaves. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire convexe? Qu'est-ce que ça veut dire concave? Eh bien, voilà la définition. Alors, je vais commencer par le rapporteur, c'est plus visible. Si vous prenez un point quelconque du rapporteur et un autre point quelconque du rapporteur, et que vous liez ces 2 points-là par un segment de droite que vous voyez ici représenté en trait noir, vous voyez que ce segment de droite, il passe par des endroits où le solide n'existe pas. Il passe par des endroits où le solide est effectif, mais il passe également par ce qu'on appelle un trou, bêtement. Ce qui n'est pas le cas du crayon. Prenez n'importe quel point du crayon, prenez n'importe quel autre point du crayon, reliez ces 2 points à travers un segment de droite, je l'ai fait ici en jaune, et tout le segment est intérieur au solide crayon. Il n'y a pas de trou concrètement, c'est ça. Il y a des solides qui ont des trous et il y a des solides qui n'ont pas de trous. Donc, la paire de ciseaux, manifestement, elle a des trous solides concaves. Le ballon n'a pas de trou solide convexe. Maintenant, avoir un trou ou ne pas avoir de trou, ça n'est pas mathématique. Donc, la véritable définition, mais on peut évidemment toujours dire aux enfants trou ou pas trou, mais la véritable définition, c'est vous prenez pour un solide convexe n'importe quelle paire de points de votre solide, bien sûr. Vous reliez ces 2 points à travers un segment. Ce segment fait toujours partie du solide. A contrario,
pour le solide concave, il existe des paires de points qui, tels que, quand vous les reliez, vont être en dehors de votre solide, vont passer par des endroits où votre solide n'existe pas. Dans le premier cas, solide convexe, dans le deuxième cas, solide concave. Je vous mets à l'aise, nous allons étudier exclusivement les solides convexes. Pourquoi? Parce que classifier les solides concaves, c'est un travail de titan. Il y a évidemment beaucoup plus de solides concaves que de solides convexes. Et en plus, ils ont des formes excessivement diverses. Donc là, c'est quelque chose qu'on ne fait pas, ni à l'école primaire, ni à l'école secondaire. On se contente de dire que ces solides concaves existent, mais on ne les étudie pas. On se concentre donc exclusivement sur les solides convexes. Autrement dit, sur les solides qui n'ont pas de trou. Justement, les solides convexes, parlons-en. Donc, dorénavant, je ne parle plus que de ceux-là. Les autres n'existent plus pour moi. Et la première classification, celle qu'on voit en P1, faut-il parler des solides convexes? Je n'en ai pas l'impression, mais si on vous le demande, faites-le. En tout cas, puisque de toute façon, l'étude complète de la P1 à la P6 va se concentrer exclusivement sur les solides convexes, on n'a pas besoin d'en parler, étant donné que les autres, c'est comme s'ils n'existaient pas. Donc ici, exclusivement les solides convexes, ceux qui n'ont pas de trou, et on va demander aux enfants, voilà, je vous ai mis ici une belle image qui est tirée ici de l'expérience qui a été faite au sein d'une école. Nous avons cherché les objets dans la classe. Important. Ça veut dire que on va se concentrer ici sur les objets de la vie, du quotidien des enfants. N'amenez pas des objets artificiels que l'enfant ne va pas rencontrer. Amenez des objets ou faites amener des objets qui font partie du quotidien de l'enfant. C'est ça surtout qui est intéressant pour la classification. Et donc ces objets, vous voyez, il y en a plusieurs. Il y a un ballon, il y a des gobelets, il y a une quille, il y a une pomme, il y a des bouteilles. Qu'importe ce que vous pouvez trouver, vous n'êtes pas obligé bien évidemment de vous baser sur cette photo-ci. Ce sont juste des objets qui font partie du quotidien sur lesquels vous devez vous concentrer. Et ces objets, ces solides, on va les classifier. Je vous ai dit, c'est toujours comme ça. Tu fais, tu ne fais pas. Tu as, tu n'as pas. Tu es, tu n'es pas. C'est toujours dichotomique ainsi. Et là, la première véritable division, je ne vais pas parler des solides convexes puisque automatiquement je me concentre exclusivement sur eux. La première subdivision, c'est de dire tu roules et tu ne roules pas. Comment les trouver, ces objets? Tout simplement en amenant une pente que vous aurez peut-être préfabriquée et on y va par l'expérience. Donc, je vais tester ici mes différents objets et je vais voir est-ce que tu vas rouler ou est-ce que tu ne vas pas rouler. C'est vraiment l'expérience ici. Maintenant, faites peut-être une démarche scientifique, c'est-à-dire que l'enfant, avant d'expérimenter, va se dire « il me semble que le ballon va rouler ». Et je vais confirmer ou infirmer en le faisant, en le mettant ici sur ma pente, va-t-il rouler, oui ou non? Bien évidemment, la réponse est oui. Ici, le ballon va rouler. Il fera donc partie des objets qui roulent. Si vous mettez maintenant autre chose, donc regardez ici la photo du bas, vous avez les paires de ciseaux, bien sûr, même si ce sont des concaves, mais vous avez des assiettes, vous avez des fourchettes, vous pouvez imaginer un livre, donc vous pouvez imaginer des objets tout simplement. Vont-ils rouler spontanément? C'est-à-dire que vous les mettez en haut de la pente, vous les laissez suivre leur mouvement, merci la gravité. Donc forcément les objets normalement vont aller vers le bas, mais ils vont aller vers le bas comment? En roulant ou en ne roulant pas? Ici l'assiette, à votre avis, est-ce qu'elle va rouler? Eh ben non, elle va pas rouler en fait. Elle va certes descendre, mais elle ne roule pas. Donc ça, c'est la différence. Et on peut émettre des hypothèses.
en prenant n'importe quel objet. Faites prendre aux enfants n'importe quel objet de la classe et demandez à cet enfant, à ton avis, est-ce qu'il va rouler ou est-ce qu'il ne va pas rouler? L'enfant aura forcément une hypothèse qu'il va devoir confirmer ou infirmer à l'aide de l'usage de la pente. Ça va rouler ou ça ne va pas rouler. C'est vraiment ce qu'on demande ici au niveau de P1. Simplement de faire le distinguo entre ceux qui roulent et ceux qui ne roulent pas. On va donner des noms à ça. Ceux qui roulent, on va les appeler des corps ronds et ceux qui ne roulent pas, on va les appeler des polyèdres. Ce sont des noms compliqués pour les enfants, mais bon, voilà, c'est comme ça, il faut bien s'y faire. Alors les corps ronds, ma foi, c'est encore assez facile d'utilisation. Les polyèdres, ça, c'est encore autre chose, hein. Mais c'est comme ça qu'on les appelle et nous allons retenir ça. Ceux qui roulent sont appelés des corps ronds, ceux qui ne roulent pas sont appelés des polyèdres. Alors, j'ai pris le parti pris ici, c'est le cas de le dire, de me limiter finalement à ce qui sera vu à l'école primaire, parce que en ce qui concerne les solides, je pourrais aller beaucoup plus loin. Et notamment, vous montrer des corps ronds qui ne roulent pas. Ça existe. Vous montrez également des polyèdres qui pourraient rouler. Ça existe aussi. Cette règle-là, elle n'est pas fixe et immuable. Attention à ça. Mais avec les solides que les enfants vont voir, heureusement, cette règle, elle est OK. Donc, vous ne verrez à l'école primaire que des corps ronds qui roulent et des polyèdres qui ne roulent pas. Mais sachez que ça existe, on ne sait jamais. Si un enfant vous interroge, si vous prenez par exemple, je vais faire un bête placement de produit, mais une boîte de Nesquik, une boîte de Nesquik, en fait, c'est un corps rond. Faites-le rouler, il ne roulera absolument pas. On peut expliquer pourquoi si vous êtes curieux, mais je vous ai dit, j'ai pris le parti pris ici de limiter la matière à ce que vous allez devoir enseigner de la P1 à la P6. Donc ici, ça concerne exclusivement la P1. On fait le distinguo entre ceux qui roulent et ceux qui ne roulent pas. Les premiers sont appelés des corps ronds, les deuxièmes sont appelés des polyèdres. Vous ferez remarquer ici sur la photo que vous avez par exemple une paire de ciseaux qui est un solide concave. Ce n'est pas grave du tout, on va simplement pas l'utiliser par la suite, hein. Donc, mais en tout cas, il sera placé dans ceux qui ne roulent pas. Ce n'est pas pour autant un polyèdre, attention, donc la paire de ciseaux n'est pas un polyèdre. C'est pour ça qu'il va falloir à un moment donné écarter ceux qui ont des trous, parce que sinon on n'arrivera plus du tout à classer, hein. Donc faites juste attention à ça. Alors, je voudrais quand même vous faire remarquer que ici, l'instituteur ou l'institutrice avait mis sur la feuille de consigne « Attention, nous n'avons pas le droit d'essayer ». Mais bien sûr que si, c'est même un devoir d'essayer, c'est une démarche scientifique. Donc, peut-être qu'en première intention, vous pouvez avoir une idée, comme ça, abstraite, en touchant, je ne sais pas moi, la quille, par exemple, il me semble qu'elle va rouler. Ou au contraire, non, cet objet-là ne va jamais rouler. Mais vous devez à un moment donné essayer pour confirmer ou infirmer votre hypothèse. C'est la moindre des choses, c'est une démarche curieuse et scientifique qui est tout à fait pertinente. Donc, laissez les enfants essayer de grâce. Nous voilà maintenant, alors, on va quitter ici, on va quitter la P1, on est clair, je reprends ma classification solide. Je me concentre exclusivement sur les solides convexes et je vais donc subdiviser ces solides convexes en corps ronds qui roulent et polyèdres qui ne roulent pas. Je laisse pour le moment de côté les polyèdres. Je vais m'en occuper bien évidemment d'ici quelques instants. Et je me concentre sur les corps ronds. Alors les corps ronds, donc ceux qui roulent, il en existe de 3 types. Ce sont les cylindres. Vous avez les cônes, donc les voilà, et vous avez les boules, les voilà. Ce sont les 3 types de corps ronds que vous allez étudier. Je répète, j'ai pris le parti pris ici de me limiter aux corps ronds qui sont étudiés à l'école primaire. Ce sont les 3
corps rond qui sont étudiés à l'école primaire. Maintenant, il existe d'autres types de cylindres, comme il existe d'autres types de cônes que ceux que je vous montre ici et qui ne sont pas étudiés à l'école primaire. Je reviens à ma boîte de Nesquik, c'est un cylindre en bonne et due forme. Et pourtant, on ne l'aurait jamais dit par rapport à ce qu'on connaît. Donc, je laisse ça de côté. Nous n'allons pas nous en occuper, nous nous occupons exclusivement de ce qui est étudié à l'école primaire. Et justement, on va commencer ici par le premier corps rond, qui est donc ici ce qu'on appelle le cylindre de révolution. Le cylindre de révolution, par quoi est-il caractérisé? D'abord, amenez peut-être un cylindre vous-même et demandez quelle sorte d'objet, parce qu'il faut toujours essayer de faire un lien avec la vie quotidienne, quand est-ce que je rencontre des cylindres? Je vous ai mis ici une série de possibilités. Ce sont tous des cylindres de révolution. Donc, vous avez des bûches de bois, cylindres de révolution. Vous avez ici la cargaison d'un camion, là en tout cas le tank, la citerne qui constitue le réservoir, qui est un cylindre de révolution. Les craies sont des cylindres de révolution, les boîtes de conserve également, et même les scotch ici, papier collant, même si, attention ici, vous avez des trous, il faudrait pour bien faire, pour que ce soit un véritable cylindre de révolution, qu'il n'y ait pas de trous à l'intérieur. On est bien clair, mais a priori, ce sont quand même des cylindres qui ont été creusés tout simplement. Donc, tous ces solides ont des choses en commun et nous allons établir la fiche d'identité de ces cylindres de révolution. Mais avant ça, pourquoi les appelle-t-on cylindres de révolution? Bien pour une raison bien simple. La révolution ici n'a rien à voir avec une émeute, ça a tout à voir avec un phénomène de rotation. On dit que la Terre est en révolution ici autour du Soleil. Rotation et révolution, c'est pratiquement synonyme. Ce qui veut dire qu'on doit obtenir le cylindre de révolution avec une rotation de quoi? Eh bien, observez. Voilà. Vous prenez tout simplement un rectangle que vous faites tourner autour d'un de ses côtés et grâce à la rotation de ce rectangle, vous allez balayer un espace à 3 dimensions qui ne sera rien d'autre que le cylindre en question. Donc ça, c'est pour ça qu'on appelle ce solide un cylindre de révolution. Il résulte de la rotation d'une figure plane, ici un rectangle, autour de quelque chose, donc autour ici d'une de ses longueurs. Vous voyez, vous balayez ici tout l'espace qui est délimité par le cylindre et c'est pour ça qu'on l'appelle cylindre de révolution. Maintenant, regardez bien tous ces cylindres, regardez ici l'animation, regardez les boîtes de conserve, regardez les craies, regardez les bûches de bois qu'ont tous ces cylindres en commun. Donc, regardez quelques instants et grâce à ce coup d'œil, vous allez pouvoir établir la fiche d'identité de votre cylindre de révolution. Je suis toujours en train d'insister là-dessus. Donc, la fiche d'identité, on voit qu'un cylindre est constitué de 3 faces. Il y a 2 faces qui sont les bases et qui consistent tout simplement en des disques qui sont parfaitement superposables, ce qui veut dire qu'ils sont isométriques. Donc ça, si vous mettez, regardez votre boîte de conserve, vous allez forcément l'installer ici sur une des bases. Une des bases, c'est un disque et le dessus sera exactement le même disque. Donc, ce sont les 2 faces bases, 2 disques isométriques. Maintenant, vous avez la face latérale. Et la face latérale, comment pouvez-vous deviner de quoi il s'agit? On ne va pas deviner, en fait, on va manipuler. Donc, apporter ne serait-ce qu'un rouleau de papier cul, comme je l'ai fait brillamment ici, qui est un cylindre. Attention, la face externe d'un cylindre. Ce cylindre-là n'est pas plein,
il est concave, donc on fait attention à ça, mais si on veut découper, il faut bien un objet concave. Donc ici, j'ai pris le rouleau de papier cul, et puis je vais tout simplement le découper. À faire, hein, ça, dès que vous étudiez un solide, que ce soit le cylindre de révolution comme ici ou un autre, il faut pouvoir le manipuler. Donc prenez des solides en carton de façon à découper afin que l'enfant puisse découvrir de quoi ce solide est fait. En fait, la difficulté ici, ce sera d'amener un objet 3D à son développement à 2 dimensions. On en reparlera dans la prochaine capsule. Mais on va déjà préparer ça en faisant la fiche d'identité de notre cylindre. Tous les cylindres que vous avez vus sur les différentes photos ont ça en commun. Ils ont 3 faces. Ils ont 2 faces qui sont des disques isométriques et ils ont une face qui est courbe. Donc celle-là, on va la découper parce qu'on ne voit pas à quoi elle ressemble. Après découpage, vous voyez que vous avez affaire à un rectangle. Donc en fait, il s'agit d'un rectangle qu'on a courbé ici de façon à le fermer. Mais à l'origine, c'est un rectangle. Et ça va caractériser la totalité de vos cylindres de révolution. Donc je reprends. 2 faces qui sont des disques absolument superposables et une 3e face qui est un rectangle. Au point de vue des dimensions, ça fera l'objet de la capsule suivante. On n'en parle pas encore. Pour le moment, on reconnaît juste le cylindre de révolution. Donc, les boîtes de conserve, comme les craies, comme les bûches de bois, comme d'autres choses, ont 3 faces, 2 disques et un rectangle. Un rectangle qu'on ne voit qu'en découpant. Hein. Ce rectangle, il a été courbé. Donc, par rapport à l'objet à 3 dimensions, on ne voit pas immédiatement qu'il s'agit d'un rectangle. C'est vraiment en le découpant ici et en l'étalant alors sur un plan qu'on parvient à voir qu'il s'agit d'un rectangle. On passe au deuxième corps rond, qui est le cône de révolution. Déjà, ça doit vous faire tilt pour le moment. Je parle de révolution. Ce cône va forcément résulter d'un mouvement de rotation d'une figure plane. Laquelle, nous allons voir d'ici quelques secondes. En attendant, regardez cet objet. Où pouvez-vous rencontrer cet objet? Quels sont les objets de la vie quotidienne qui vous font penser à ce que je suis en train de vous montrer ici? Alors, il existe plusieurs réponses possibles, mais en voilà 2. Si vous faites la fête lors d'un anniversaire, vous allez mettre un chapeau qui est effectivement un cône. Si vous mangez une glace, il y a de fortes chances qu'on installe cette glace sur un cornet qui n'est rien d'autre qu'un cône. Regardez tous ces cônes. Regardez déjà et pensez à la future fiche d'identité qu'ont ces cônes en commun. Quelle que soit leur dimension, quelle que soit leur décoration ou manque de décoration, il faut que géométriquement, je trouve des choses qui soient en commun. Quelles sont-elles? Je vous laisse réfléchir, mais avant ça, puisque j'ai appelé le cône de révolution, il doit résulter d'un mouvement de rotation. Lequel? Eh bien, celui-ci. Vous avez un triangle rectangle qui va tout simplement effectuer un mouvement de rotation autour d'un des côtés de l'angle droit. Et vous voyez, avec ce mouvement de rotation, il est en train de balayer une partie de l'espace, donc l'espace 3 dimensions, de façon à former un cône. D'où l'appellation cône de révolution. Bon, maintenant que vous êtes persuadé de ça, regardez bien tous vos cônes. Regardez notamment aussi l'animation. De quoi sont constitués tous les cônes, indépendamment de leur décoration, de la matière dans laquelle ils sont faits, géométriquement, de quoi sont constitués tous les cônes? Eh bien, vous allez avoir ici la fiche d'identité du cône de révolution. Vous avez vu qu'il y a un disque automatiquement, qui est la face base. Et puis, vous avez une face qui est courbe. Et là, je vous annonce qu'il s'agit d'une partie de disque. Ce n'est pas si évident que ça.
Alors, on pourrait évidemment découper un chapeau de fête et le voir, c'est ce qu'il faut faire, mais pour en être persuadé, il va falloir que vous alliez plus loin, que vous alliez voir la deuxième capsule consacrée au développement. Donc, affaire à suivre. Le développement du cône de révolution ne sera pas une mince affaire. Ce sera même le développement le plus difficile que nous ferons ensemble. Troisième corps rond, la boule. Et là, je n'ai pas annoncé de révolution. Et pourtant, ça va être quelque part une boule de révolution également. Mais la boule, elle est unique, ce qui n'est pas le cas du cylindre et du cône. Il existe des cylindres de révolution comme il existe des cylindres qui ne sont pas de révolution. Il existe des cônes de révolution comme il existe des cônes qui ne sont pas de révolution. Il se fait qu'à l'école primaire, on se concentre exclusivement sur les solides qui sont de révolution. Donc je ne vous ai pas mentionné les autres. Mais la boule, même si on faisait une étude exhaustive, elle est toujours de révolution. C'est la différence ici avec les deux autres corps ronds. C'est pour ça qu'on ne va plus dire la boule de révolution parce que automatiquement elle est de révolution. Alors, voyez la boule ici. Qu'est-ce qui, dans les objets de la vie quotidienne, vous font penser à cette boule? Alors, par exemple, ce n'est évidemment pas une réponse unique. Ici, vous pouvez penser à des tas d'autres choses différentes, mais quand vous jouez au pétanque, les boules de pétanque sont bien sûr des boules. Le cochonnet est également une boule. Juste la dimension, la matière et la couleur diffèrent. Mais ça, ce ne sont pas des aspects géométriques. Si vous commandez toujours votre glace, vous voyez que j'étais un petit peu focalisée sur la glace en faisant cette capsule-là. Après les coronets, voilà maintenant les boules. Et justement, les boules. D'accord? Donc, les boules de glace, ce sont des boules en bonne et due forme. Alors, je vous ai annoncé que cette boule était toujours de révolution. Qu'est-ce qui, à votre avis, peut engendrer la boule par un mouvement de rotation? Eh bien ça, par exemple. Je dis par exemple parce qu'en fait, il suffirait d'un demi-disque. Ici, l'auteur de l'animation a pris un disque complet qui tourne donc autour d'un de ses diamètres pour pouvoir balayer dans l'espace à 3 dimensions la totalité de la boule. Mais réellement, vous avez besoin d'un demi-disque et pas d'un disque complet, pour autant que ce demi-disque fasse un mouvement de rotation autour de son diamètre. Donc la boule, elle est automatiquement de révolution. La fiche d'identité de la boule maintenant, quand vous pensez au cochonnet, quand vous pensez à la boule de pétanque, vous voyez qu'elle est constituée d'une seule face, qui est courbe. Et je ne vais pas la qualifier. De nouveau, je vous renvoie ici à la future deuxième capsule sur les développements. Nous comprendrons de quoi il s'agit ou de quoi il ne s'agit pas. Ça paraît énigmatique, mais je vais y revenir dans la deuxième capsule. Alors, attention quand même, je vous mets en garde. Y compris dans les nouveaux référentiels, il y a une confusion magistrale entre boule et sphère. Ce n'est pas la même chose. La boule, elle va représenter un solide, l'objet à 3 dimensions. Elle est donc pleine. C'est ce qu'il y a à l'extérieur, mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur également. La sphère, elle, ne représentera que la surface extérieure. Donc la sphère, elle va être vide. La boule, elle va être pleine. Du point de vue dimensionnel, c'est très différent. Vous ne pouvez pas classer la sphère dans des objets à 3 dimensions. Ça, c'est pas possible. La boule est un objet à 3 dimensions et donc un solide. Ce qui signifie que malheureusement, vous allez aller dans les contrariétés par rapport à l'usage quotidien des mots. Je vous prends pour référence la boule de Noël. La boule de Noël, en général, elle est vide. Et donc, on devrait plutôt dire la sphère de Noël. Mais qui parle comme ça? Personne. Et pourtant, mathématiquement, ce serait comme ça qu'on devrait l'appeler. Étant donné qu'il n'y a rien à l'intérieur de la boule de Noël, elle doit perdre son nom de boule pour aller vers la sphère. Et en général, les gens sont confus.
il parle plutôt de sphère, que ce soit ici la surface extérieure d'une boule ou que ce soit la véritable boule. Ils ne font pas la distinction. Donc, faites-la dès à présent, même si je suis consciente que ça demande un effort. Mais réellement, le nom correct ici du solide à 3 dimensions, c'est boule et ce n'est pas sphère. Nous allons continuer maintenant, toujours la classification. Vous voyez, on vient, en se particularisant au solide convexe, de voir les corps ronds. Donc, je vous rappelle, ceux qui roulent. Et il y en a de 3 types, cylindre, cône et boule. Cylindre de révolution, cône de révolution, boule tout court, puisqu'il n'existe pas de boule qui ne soit pas de révolution. Maintenant, on va aller vers l'autre catégorie, ceux qui ne roulent pas. Et là, ça va être un petit peu plus compliqué, vous allez voir. Bon, d'abord, on les appelle des polyèdres. Et il y en a de 3 sortes aussi, mais malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça, parce qu'il y aura des sous-catégories au sein de ces 3 sortes-là. Alors, quelles sont les 3 sortes ici? Vous avez les prismes, vous avez les pyramides et vous avez les solides de Platon. Remarquez la façon dont je les ai disposés, parce qu'en fait, il y a une symétrie manifeste. En fait, les prismes vont correspondre aux cylindres. Je ne suis pas en train de dire que ce sont des cylindres, je dis que c'est l'équivalent au niveau des polyèdres, donc de ceux qui ne roulent pas, des cylindres. Vous allez comprendre pourquoi. Les pyramides sont les équivalents au niveau des polyèdres, des cônes. Et enfin, les solides de Platon pourraient, pour certains d'entre eux en tout cas, se rapprocher des boules. Alors, je vous ai mis ici des magnifiques exemples. Donc, vous voyez ici, voilà un magnifique prisme. À côté, il s'agit d'une tout aussi magnifique pyramide. Et enfin, vous avez un solide de Platon qui paraît être fort bizarre, mais nous allons évidemment les étudier également. Au niveau des prismes, alors, on va mettre en place la fiche d'identité ici d'un prisme. Mais un prisme, c'est ce qui se rencontre le plus fréquemment finalement dans la vie quotidienne. Je vous ai mis ici différentes photos de prismes. Donc, le cube Rubik est un prisme. La boîte de célébration est un prisme. L'emballage Toblerone est un prisme également. Le berlingot est un prisme. Alors, qu'est-ce qu'ils ont en commun ? Ici, il n'est plus question de révolution, donc ça c'était pour les corps ronds, on oublie, il n'y aura plus de révolution ici pour les polyèdres. Mais en tout cas, regardez ici tous ces solides, tous ces objets à 3 dimensions, qu'ont-ils en commun? Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose, et pourtant si. Ce que vous allez trouver qui est commun à tous ces objets-là va faire ce qui est votre fiche d'identité du solide prisme. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'il faut procéder avec les enfants. On leur donne toute une série ici d'emballages ou d'objets qui vont faire référence au solide que vous allez étudier, donc ici le prisme. Et vous dites aux enfants, mais qu'est-ce qu'il y a en commun entre tous ces objets? Moi, je vous annonce qu'ils font partie d'une même catégorie quand je classifie les solides. Et cette catégorie, vous pourrez la nommer par la suite. Mais qu'est-ce qu'ils ont en commun? Regardez bien tous les solides ici et vous allez me dire ce que vous trouvez comme réponse. Ce qu'ils ont en commun, en fait, c'est d'avoir ce qu'on appelle 2 bases, qui sont des faces particulières. Donc, vous avez une base en dessous, on va dire, et une base au-dessus. Et ces bases-là, c'est pas n'importe quoi, ce sont 2 polygones qui sont parfaitement superposables, c'est-à-dire qu'ils sont parfaitement isométriques. Regardez ici, je vous ai mis l'exemple d'un prisme à base hexagonale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez ici une face sur laquelle le prisme repose, vous avez son opposé qui est au-dessus, comme un couvercle si vous voulez. Regardez, ce sont des hexagones et des hexagones qui sont parfaitement identiques. Et ces 2 hexagones parfaitement identiques, ce sont les 2 bases de mon prisme.
Attention, je n'ai aucunement besoin d'avoir un hexagone, hein. Ça peut être autre chose. Regardez la boîte de célébration, c'est 2 octogones. Regardez ici la boîte de Toblerone, c'est 2 triangles. Donc, tant que vous avez ici 2 faces qui sont parallèles, qui sont absolument identiques et qui sont des polygones, vous avez affaire à un prisme. Si en plus les polygones qui sont les bases sont réguliers, ça on sait ce que ça veut dire que la longueur de tous les côtés est égale à chaque fois. Les côtés ont chaque fois une même longueur et également vous avez ici des angles de même amplitude. Et bien dans ce cas-là, votre prisme sera dit régulier. Il y a donc ces 2 bases-là, ça c'est une chose, ça peut être différentes choses, hein. Et puis vous avez la surface latérale. Donc la surface latérale, ce sont les faces qui vont toucher les 2 bases. L'ensemble de toutes les faces qui touchent les 2 bases. Et regardez ici sur mon prisme à base hexagonale, ces faces-là ne sont rien d'autre que des rectangles. Combien y en a-t-il? Comptez-les. Autant qu'il y a de côtés pour les bases. Donc ici, j'avais des bases qui étaient des hexagones. Hexagone 6 côtés, je m'attends à ce qu'il y ait 6 rectangles. Et de fait, comptez-les, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 rectangles. J'ai d'ailleurs demandé ici le développement, même si nous allons en parler de manière beaucoup plus précise et détaillée dans la deuxième capsule. Regardez ici, les 6 rectangles sont bien là. La base, elle, va venir en couvercle, je vais dire, pour achever l'identification du prisme. Pourquoi est-ce que j'ai dit que c'est l'équivalent des cylindres? Parce que les cylindres ont aussi 2 bases, mais 2 bases qui sont des disques. C'est ça la différence en fait. C'est que pour les cylindres, vous avez 2 bases disques, tandis que pour les prismes, vous avez 2 bases polygonales. Alors, ça peut être des triangles, polygones à 3 côtés, ça peut être des rectangles, polygones à 4 côtés, ça peut être aussi des carrés, polygones à 4 côtés, ça peut être des pentagones, polygones à 5 côtés, etc. Vous n'êtes pas limité tant que ce sont des polygones qui sont parallèles, qui sont absolument identiques. Vous avez 2 bases et si vous avez 2 bases, vous avez un prisme. Les autres faces étant forcément des rectangles ici. Par exemple, je vous ai mis ici un magnifique emballage qui est un prisme. Quoi? Regardez, j'ai posé cet emballage sur ma table. La face sur laquelle l'emballage est posé, c'est une base qui est un rectangle ici. Vous avez la face qui est parallèle, donc c'est celle qu'on voit en fait sur la photo, qui est exactement le même rectangle. Bon, il n'y a pas le même dessin, mais ça c'est de l'esthétique et ça n'a rien à voir avec de la géométrie. Et puis, autour de ces 2 bases rectangulaires, vous avez 4 faces qui sont également rectangulaires. Donc ça en fait un prisme. C'est un prisme en bonne et due forme. Mais c'est également ce qu'on va appeler un parallélépipède rectangle. Parallélépipède rectangle, hein, j'insiste. Et c'est là que les prismes ne vont pas être vos meilleurs amis. Alors, autant dans les corps ronds, c'est simple, autant dans les prismes, on parvient à voir différentes sous-catégories. Je termine quand même, ne faites pas attention à l'emballage, voyez juste la forme géométrique. Donc attention aux prismes, ce ne sont pas vos meilleurs amis. Et voilà en fait la sous-classification des prismes. Alors c'est quand même magnifique, hein. Donc, prisme au départ, vous avez des bases qui sont des polygones. C'est tout, on ne demande rien d'autre. Vous avez des faces latérales qui sont des parallélogrammes en général. Alors vous allez me dire, oui, elle vient de dire que ce sont des rectangles. Effectivement, mais n'oubliez pas que les rectangles sont des parallélogrammes particuliers. Simplement, dans les objets de la vie quotidienne, pour trouver des prismes qui aient des faces latérales parallélogrammes, je vous souhaite bien du courage.
Personnellement, je n'en ai pas trouvé. J'ai beau regarder autour de moi tous les emballages, je ne vois aucune face latérale qui soit des parallélogrammes. Donc, si on veut ancrer l'apprentissage avec les objets du quotidien, c'est quelque chose qu'on va plus ou moins oublier et on va aller tout de suite vers des faces latérales qui sont des rectangles. Et les faces latérales qui sont des rectangles, alors de vrais rectangles, hein, bons rectangles avec 4 angles droits, ça va donner lieu à ce qu'on appelle des prismes droits. Donc vos bases, elles sont polygonales, vos faces latérales, ce sont des rectangles. C'est l'emballage que je viens de vous montrer, c'est un prisme droit. Si en plus vos bases sont des polygones réguliers, donc par exemple ici mon emballage, les deux bases ne seraient pas des rectangles mais seraient des carrés, vos faces latérales sont toujours des rectangles, alors vous avez affaire à ce qu'on appelle un prisme droit régulier. Ça, c'est ce qu'on vient de voir. Maintenant, ce qui va nous ennuyer, c'est qu'il existe des parallélépipèdes. Et ça va demander quoi? Ça va demander de particulariser les bases. Donc, on garde le fait que les faces latérales soient des parallélogrammes et on demande que les bases soient également des parallélogrammes. Donc, pour un prisme, c'est juste polygone. Mais si vous vous particularisez et vous dites pas simplement les polygones de manière générale, mais je veux que mes bases soient des parallélogrammes, alors vous n'avez que des faces parallélogrammes et c'est ce qu'on appelle un parallélépipède. Si ces parallélogrammes deviennent des rectangles, c'est le cas de mon emballage, vous avez alors ce qu'on appelle un parallélépipède rectangle. Et puis les deux subdivisions ici vont se regrouper. Donc regardez, ici je demande, regardez les deux ici, les deux particularités. Hein, donc pour parallélépipède rectangle, je demande que les bases soient rectangles. Pour prisme droit régulier, je demande que les bases soient des polygones réguliers. Comment faire en sorte de joindre les deux, rectangle et polygone régulier? Forcément, vous n'avez que le carré qui va émerger. Donc, vos bases vont être carrées. Les faces latérales, pour les deux branches ici, elles doivent être des rectangles. Donc, je peux garder face latérale rectangle. Et j'aurai donc des bases carrées et des faces latérales rectangles. Ça me donne un prisme droit à base carrée. Et ce n'est pas tout. Je vous dis, les prismes, c'est vraiment les enquiquineurs de l'histoire. Si maintenant vous gardez les bases carrées, mais que vous demandez que les faces latérales qui sont rectangulaires deviennent des carrés, mais vous n'aurez que des faces carrées et c'est évidemment le cube qui va apparaître. Donc attention à ces prismes. Hein, là. On va vraiment jouer sur les deux bases et sur les faces latérales et selon la nature des bases et des faces latérales, on va avoir telle ou telle sorte de prisme et ça va porter des noms différents. Ce sont chaque fois des prismes, mais ils portent des noms différents. Donc attention à ça. On passe maintenant aux pyramides. Alors bien sûr, pyramide, qui dit pyramide dit forcément l'Égypte, déjà, hein, c'est la première chose à laquelle on pense, et peut-être avez-vous pensé également à la pyramide du Louvre. Donc c'est la même chose, c'est la même chose. Et qu'ont-ils en commun? Enfin, c'est la même chose. En tout cas, géométriquement parlant, bien sûr, ce n'est pas la même matière, ce n'est pas le même pays, ce n'est probablement pas la même solidité, ce ne sont pas les mêmes dimensions, mais géométriquement, c'est la même chose. Et qu'est-ce que vous avez en commun ici? C'est ce qui fait la fiche d'identité. Vous avez une seule base, hein, qui est une face donc polygonale. Regardez ici, je vous ai mis une pyramide à base pentagonale. Donc regardez ici la face sur laquelle le solide repose. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 côtés. Donc c'est un pentagone. La base, elle est pentagonale. Et puis, vous allez alors rassembler ici à partir des côtés, des 5 côtés de ce pentagone. Vous allez rassembler alors pour atteindre un sommet. Hein, le point au-dessus, c'est ce qu'on appelle un sommet. Et vous le faites à l'aide de triangles. Donc, il y a autant de triangles que de côtés de la base. Et si en plus votre base est régulière, votre pyramide sera dite régulière également.
Donc vous voyez, c'est assez dense ici, hein. Vous avez beaucoup de choses qui vont apparaître. Bon, à force de faire des exercices, ça va forcément entrer, mais c'est vrai qu'il y a énormément à voir. Alors moi, je le vois en une seule séance, bam, c'est comme ça. Bien entendu que pour les enfants, ça se fait au fur et à mesure. En P1, on va déjà distinguer la boule, le cylindre, le parallélépipède rectangle et le cube. Et puis, au fur et à mesure, on va ajouter des solides. Mais on ne les voit pas tous comme moi ici en une seule séance, hein. C'est parce que vous êtes des grands et que je peux donc me permettre ceci. Et enfin, vous avez donc les solides de Platon. Alors, eux, ils sont encore plus amusants. Heureusement pour vous, il n'y en a que 5 en tout et pour tout. Et il n'y en aura pas d'autres. Alors, je vous les mets ici, tous les 5. Il y a ce qu'on appelle le tétraèdre. Voilà, donc regardez bien. En fait, il est constitué de 4 faces. 4 faces qui sont chaque fois des triangles. Vous avez ici un deuxième solide de Platon qui est appelé l'octaèdre. Donc, vous avez ici 8 faces qui sont à nouveau des triangles. Vous avez le troisième solide de Platon qui est appelé l'icosaèdre, rien que ça. Donc, en fait, ça veut dire 20 faces qui sont des triangles. Vous avez un quatrième solide de Platon qui est appelé l'hexaèdre. Donc, hexa, hein, ça vient de 6, en fait, ça veut dire 6. Donc, vous avez 6 faces qui sont des carrés. Et 6 faces carrées, bien évidemment, ce n'est rien d'autre que le cube. Attention, votre cube, il va être à la fois placé dans les prismes et dans les solides de Platon. De nouveau, ce ne sera pas un ami. Et pourtant, Dieu sait qu'on aime le cube. Et enfin, vous avez le dodécaèdre, vous l'avez d'ailleurs en blanc ici en plus grand, qui est le cinquième solide de Platon, qui a 12 faces, qui ne sont rien d'autre que des pentagones. Où trouvez-vous ce genre d'objet dans la vie quotidienne? Eh bien, vous ne le trouvez pas. En tout cas, l'hexaèdre, oui, bien sûr, le cube, hein, un simple dé, c'est un cube, c'est un hexaèdre, mais les autres, le dodécaèdre, l'icosaèdre, vous ne trouvez pas ça dans la vie quotidienne. C'est pour ça que j'ai dû aller rechercher ces informations dans un site ésotérique. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ces solides-là de Platon, hein, parce que Platon s'était intéressé à l'ésotérisme. Et donc, en fait, il associait chacun de ces solides à un élément. Vous voyez que le tétraèdre est associé au feu, l'octaèdre à l'air, l'icosaèdre à l'eau, l'hexaèdre à la terre et enfin le dodécaèdre à l'éther. L'éther qui, soyons clairs, n'existe pas. Donc, quand je dis l'ésotérisme, donc c'est pour purifier les atmosphères, pour recouvrer la santé, pour un petit peu tout ce qui est sorcellerie finalement, hein. On utilise alors les solides de Platon. Sinon, allez trouver un emballage qui ressemble à un icosaèdre, hein. Si vous en trouvez un, bravo. Enfin, moi, je n'en ai jamais vu personnellement. Maintenant, qu'est-ce qui en fait des solides de Platon? Eh bien, la particularité des solides de Platon, c'est que toutes les faces sont des polygones réguliers isométriques. Je vous ai mis le tétraèdre ici. Donc, regardez le tétraèdre, il est constitué de triangles, et ce sont tous les mêmes. Hein, il y a 4 triangles, ils sont tous identiques, et en plus, ils sont équilatéraux, puisqu'ils doivent être réguliers. Donc ici, vous avez 4 triangles équilatéraux, mais vous pourrez également avoir, plus que ça, hein, pour l'icosaèdre, c'est 20 triangles équilatéraux, mais vous pouvez également avoir pour l'hexaèdre des faces qui soient des carrés. Donc ça, c'est un polygone régulier aussi, mais à 4 côtés. Vous pouvez également avoir des pentagones réguliers. Donc ça, ce sont évidemment des polygones réguliers à 5 côtés. Et vous ne pourrez pas avoir plus. Alors, on démontre en fait que si vous allez vers des hexagones réguliers, vous ne pourrez construire aucun solide de Platon. Donc, il n'y en a que 5. C'est d'ailleurs ça qui fait apparaître, je vais dire, le côté ésotérique, où on a essayé de relier ça à des forces un petit peu surnaturelles, comme ça. Bon, voilà, c'est le fait qu'il n'y en ait que 5.
on va oublier ce côté-là, nous, et se concentrer sur le fait que les solides de Platon sont tous constitués de polygones, donc il n'y a que des polygones ici, réguliers. On sait ce que ça veut dire. Les longueurs des polygones sont toutes les mêmes et les angles ont tous la même amplitude. Et en plus, ils sont isométriques. Si je découpais mon tétraèdre pour obtenir les 4 triangles, je pourrais les superposer les uns sur les autres parfaitement. Il n'y a rien qui dépasserait, il n'y a rien qui manquerait. Il est temps de conclure. Donc ici, c'est beaucoup d'informations en même temps, donc j'espère que vous aurez pris le temps de finalement faire des pauses et de mettre vos idées au clair. Donc, je vous l'ai dit, je suis partie uniquement des solides convexes, puisque ce sont ceux qu'on étudie exclusivement à l'école primaire. Ça veut dire entre nous, il n'y a pas de trou, tout simplement. Alors, ces solides convexes, soit ils roulent, et on les appelle des corps ronds, soit ils ne roulent pas, et on les appelle des polyèdres. Chacun de ces sous-solides va se subdiviser en 3 catégories de solides. Donc, les corps ronds, vous allez avoir des cylindres, vous allez avoir des cônes et vous allez avoir des boules. Je n'ai pas mentionné ici qu'on parlait de cylindres de révolution. Il faudrait le faire pour être clair, mais on ne le mentionne pas forcément à l'école primaire puisqu'on ne voit que les cylindres de révolution. Donc, quelque part, c'est un petit peu redondant. Même chose pour les cônes, évidemment. Donc, 3 types de corps ronds. Si vous faites un résumé comme je l'ai fait ici, je vous suggère de faire votre propre résumé. Ce n'est peut-être pas plus mal de mettre chaque fois un représentant ici de votre solide en question. Donc, par exemple, cône, vous allez mettre un chapeau chinois là, par exemple, pour vous rappeler de quoi il s'agit. Comme ça, ce sera vraiment, je vous conseille de faire ce résumé-là, alors sous forme de carte mentale, peut-être comme je l'ai fait, sous une autre forme, vous êtes absolument libre, mais il faut que votre synthèse vous serve pour les exercices. Là, c'est vraiment un conseil d'amis. Faites un résumé, comme je viens de le faire ici, mais à votre sauce, de façon à avoir toutes les informations pour pouvoir mener à bien vos exercices. Vous allez voir que c'est vraiment nécessaire. Et peut-être, mettez des images alors en face de cylindres, en face de cônes, en face de boules, pour vous rappeler de quoi il s'agit exactement. Donc en tout cas, les corps ronds, ils sont encore assez gentils. Je n'ai que 3 types de corps ronds, les voilà. Les polyèdres sont beaucoup plus méchants. Vous avez 3 catégories en première intention, donc prisme, pyramide, solide de Platon, mais eux-mêmes vont se subdiviser. Donc, au niveau des prismes, qui sont clairement pas vos meilleurs amis, ça peut partir dans 2 directions. Vous pouvez partir des prismes droits, aller vers les prismes droits réguliers, puis les prismes droits base carrée et enfin les cubes. Mais vous pouvez également partir des parallélépipèdes qui deviennent des parallélépipèdes rectangles et puis qui vont rejoindre ici les prismes droits à base carrée. Au niveau ici des solides de Platon, vous n'en avez que 5, qu'on appelle tétraèdre, hexaèdre, octaèdre, dodécaèdre et icosaèdre. Et c'est là qu'on va s'amuser, vous allez voir dans les exercices, parce que 2 des solides de Platon peuvent se placer dans d'autres classements. Donc l'hexaèdre, je vous dis, c'est un cube, donc forcément ça va rejoindre les cubes. Tétraèdre, ce n'est rien d'autre qu'une pyramide à base triangulaire. Donc, ça va également se placer dans le contexte des pyramides. Voilà, moi, j'ai fait une carte mentale au plus clair pour moi. Elle n'est peut-être pas forcément la plus claire pour vous. Donc, ce sera quelque part votre travail à partir de cette capsule-là. Et établissez une synthèse, peut-être avec image, si ça vous aide, pour pouvoir résoudre facilement les exercices. Parce que ce n'est pas toujours facile, vous allez voir. Et il suffit qu'il y ait quelques semaines qui s'écoulent entre ces capsules et les exercices pour que tout le monde soit perturbé et peut-être perdu. Donc il faut vraiment bien garder en tête cette classification que j'espère la plus claire possible. Donc attention,
Ce n'est pas ici une classification qui reprend l'intégralité de ce qu'on voit à l'école primaire. On ne parle pas de dodécaèdre et d'icosaèdre à l'école primaire, hein. Les seuls solides de Platon qu'on mentionne, ce sont les tétraèdres et les hexaèdres. Les autres, on n'en parle pas. À part ça, on parle quand même un peu de tout, hein, de tout ce que vous voyez sur cette carte mentale-là. Donc, réellement, par rapport à l'école primaire, vous oubliez octaèdre, dodécaèdre et icosaèdre. Par contre, vous ne l'oubliez pas pour le cours. Il va y avoir des exercices là-dessus. Et vous avez ainsi l'intégralité de tous les solides qui sont abordés de la P1, où on se contente, je vous rappelle, de 2 polyèdres et de 2 corps ronds, hein, jusqu'à la P6, où on va reprendre la synthèse telle que je vous l'ai soumise ici. On va reprendre la synthèse de tout ce qui aura été abordé sur les 6 années. Donc, je le rappelle, pas d'octaèdre, pas de dodécaèdre et pas d'icosaèdre, mais à part ça, on va tout voir de ce qui se situe sur cette carte mentale. Donc, ayez ça en tête, ayez les fiches d'identité en tête, qu'est-ce qui les distingue, mais peut-être retrouverez-vous les caractéristiques à travers des images, pourquoi pas, hein, si vous êtes à mémoire visuelle, c'est quelque chose qu'il faut utiliser. Et voilà, donc prenez le temps, revoyez peut-être cette capsule plusieurs fois, le temps que ce classement-là soit vraiment clair dans votre tête, et ainsi nous pourrons aborder dans un premier temps le développement de ces solides et dans un deuxième temps des exercices par rapport à cette classification. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.